Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite commencer par vous, Laurence, par vous poser la première question, mais avant, j'aimerais présenter en quelques mots, si vous me le permettez, Honnête. Honnête est une magnifique entreprise familiale qui a été créée en 1860 et c'est un très bel exemple d'une entreprise à forte croissance. Vous êtes le leader français dans les services aux entreprises, propreté, ingénierie, services nucléaires, sécurité, logistique, services aéroportuaires, j'en oublie certainement. Votre présidente qui, je crois, est la troisième... Septième. Pardon ? La septième, excusez-moi. Septième depuis le fondateur, s'appelle Émilie de Lombarès, elle est présidente du directoire. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2023, pardon. Vous avez environ 66 000 salariés, non? Alors oui, c'était à fin... Je ne sais pas si ça marche. Il faut que vous appuyez sur ce petit bouton-là, vers le haut. Voilà. Là, ça doit marcher. Ça marche? Ça marche. Non, ça marche pas. Alors c'était vrai en fin 23, et nous venons de faire une acquisition, donc en fait les chiffres sont passés à 80 000 salariés et 2,3 milliards depuis un mois. Ouais. Vous êtes présent dans 9 pays, vous accompagnez vos clients dans des environnements toujours plus simples, plus sûrs, plus fiables, ça n'a pas l'air de marcher. Et vous avez pour ambition d'être une entreprise à impact. Ma première question concerne la directive CSRD. Vous nous avez dit que, de votre point de vue, la CSRD était une opportunité. Quelles sont les opportunités que provoque cette directive dans votre entreprise ? Alors, en effet, alors déjà pour remettre quelques éléments de contexte, nous travaillons sur ces sujets de durabilité depuis de nombreuses années, mais nous n'avions pas, nous, d'obligation de reporting, eu égard à notre statut juridique de holding, mais nous faisions un reporting, on va dire, volontaire. Et c'est vrai que l'arrivée de cette CSRD, au début, a pu paraître plutôt comme quelque chose de plus contraignant, de fait de la structuration de toutes les normes qu'elle comporte, et également avec l'exercice de vérification par un organisme tiers indépendant. Il se trouve que sur les opportunités, j'en verrai 3 principales. Enfin, on va dire le troisième, c'est peut-être plus un espoir qu'une opportunité. La première consiste en fait sur l'exercice d'analyse, alors c'est un peu barbare, mais de la fameuse double matérialité, puisqu'en fait cet exercice qui consiste à revisiter non seulement les risques auxquels sont exposées les entreprises au filtre de l'environnement, du social et de la gouvernance, s'ajoute l'analyse des impacts de nos propres activités. Et avec une méthodologie qui, de fait, entraîne l'ensemble des départements de l'entreprise. Et là où ces sujets, alors on travaillait déjà avec un comité transversal, mais on s'appuyait plutôt sur des fonctions, bien entendu RH, puisque nos enjeux prioritaires sont quand même sociaux et sociétaux, les fonctions QSE, les fonctions achat. Là, bien entendu, on travaille directement avec les directions type gestion des risques, tout ce qui est bien entendu direction finance, contrôle de gestion. Et en fait, il y a tout un pan d'entreprise qui n'était pas directement embarqué dans ces sujets de durabilité qui, de fait, maintenant est embarqué. Et notre fameux comité qui s'appelait développement responsable est passé comité ESG pour bien montrer cette importance de toute la partie finance que vous avez évoqué et qui va être stratégique dans les plans de transition. Donc ça va être un véritable booster pour la transition. La deuxième opportunité en ce qui nous concerne, malgré notre taille, nous avions dans certains cas peut-être pas la maturité suffisante sur la data et il est clair que les exigences de cette CSRD nous poussent, accélèrent nos actions en matière de d'amélioration de la disponibilité et de la qualité de la data. Et là aussi, un grand travail qui est fait avec nos équipes informatiques, nos équipes de data gouvernance, qui vont accélérer la mise en place d'outils, puisqu'il y a
encore un certain nombre de choses qu'on faisait finalement de façon un petit peu artisanale, notamment sur les sujets environnementaux, alors moins sur le social, puisqu'on était assez outillés. Donc ça, c'est une vraie opportunité également. Et à travers cette data, une opportunité de standardiser aussi dans l'ensemble de nos pays. Parce qu'on était, alors même si la majorité de nos effectifs sont en France, parce qu'en gros, c'est quand même 75% de nos effectifs sont en France, mais en effet, on n'avait pas obligatoirement cette harmonisation sur les autres pays. Et je terminerai sur le dernier point qui, comme je le disais, est peut-être plus un espoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera une opportunité, mais on souhaiterait vraiment que la mise en place de cette CSRD, qui va toucher les entreprises de seuil de plus en plus bas du reste, et avec des rapports comparables, ça reste quand même l'objectif, allège alors je vais pas dire la pression, mais si je vais le dire, de tous nos clients et donneurs d'ordre qui nous questionnent quotidiennement à travers des questionnaires, des plateformes d'évaluation. Et aujourd'hui, on a beaucoup de ressources consacrées à ces réponses variées et vraiment très très fréquentes. Et on espère qu'avec la rédaction de ce rapport durabilité, il y aura une clé de lecture qui permettront de comparer tous les confrères, pour ne pas dire concurrents, et ça nous évitera peut-être de passer plus de temps dans l'administratif que dans l'action, parce que les ressources ne sont pas illimitées. Merci beaucoup. Wassim, lors de notre entretien préparatoire, vous nous avez fait rêver. Je rappelle que Ponant est le numéro 1 des croisières de luxe. Vous organisez, vous proposez des expéditions polaires, tropicales, des croisières culturelles, des croisières thématiques autour de la musique, l'œnologie, la gastronomie, la littérature, etc. Vous avez 13 navires à taille humaine, entre 32 et 130 cabines, qui sont tous à la pointe de la technologie. Vous avez le premier navire d'exploration hybride électrique et vous offrez le confort des meilleurs hôtels de luxe et l'art de vivre à la française. Vous organisez chaque année 200 croisières haut de gamme dans 100 pays et vous avez une devise qui est faire découvrir le monde en respectant la nature. Donc ma question est très simple. Quelle est la philosophie et quelles sont les valeurs de Ponant? Bon, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez tout résumé, Frédéric, donc j'aurais dû enregistrer ça en vidéo pour le mettre en teasing sur nos réseaux sociaux. Donc clairement, Ponant est une entreprise qui a été créée il y a plus de 35 ans avec les mêmes valeurs et avec une philosophie très simple, c'est faire découvrir le monde à nos clients, à nos passagers, avec le respect de la nature et des hommes. Et c'est cette même philosophie aujourd'hui qui nous anime. On l'a un peu plus marketé, on l'appelle maintenant Explore to Inspire. En anglais, c'est vraiment faire de l'exploration, de la découverte, c'est notre cœur de métier. Donc le respect de la nature et des hommes, c'est important parce qu'on est à la fois sur un secteur maritime, on a des hôtels flottants, on a des hôtels certes très confortables et très luxueux, mais on va dans des endroits aussi qui sont éloignés, des fois sensibles et fragiles. On va loin des sentiers battus, donc on va, comme vous l'avez indiqué, dans des zones reculées, des zones polaires, par exemple. Et dans ces endroits-là, on n'a pas spécialement le même cadre standard dans des ports classiques où on a toutes les infrastructures. Donc on est responsable face à cette nature et aussi vis-à-vis des communautés qui nous accueillent, parce que très souvent, c'est des communautés qui ne voient pas d'autres étrangers, à part nos passagers. Donc comment ça se traduit? Ça se traduit d'abord par une forte sensibilisation de nos équipes. Très important pour nous d'abord d'animer ça en interne, d'avoir cette conscience, parce que on peut mettre en place toutes les procédures, tous les protocoles qu'on veut. Si on n'a pas une conscience forte dans l'entreprise, on peut mettre le CSRD ou la réglementation qu'on veut. S'il n'est pas appliqué, on ne peut pas assurer cette volonté de respect. Donc, on mise beaucoup sur la formation, la sensibilisation, sur le choix même dans le recrutement. Aujourd'hui, on fait aussi, on demande, lors des recrutements, on demande la sensibilité des collaborateurs par rapport à ces sujets. Et pour tout nouveau collaborateur, on a aussi une session d'intégration dédiée à ce sujet.
On a une formation obligatoire sur le tourisme durable et tous les managers et les officiers, c'est-à-dire à terre et à bord, j'ai un entretien spécifique d'1 heure avec eux. Donc ça c'est très important. Donc d'abord la conscience, après on a une stratégie à moyen et long terme. Sa stratégie, elle est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la préservation de l'écosystème naturel et de la santé humaine, qui est fortement engagé sur la décarbonation, mais aussi sur les autres sujets environnementaux, de la réduction des émissions atmosphériques, de la gestion des déchets et des rejets en eau. Le deuxième pilier central, c'est le bien-être au travail, qui est extrêmement important. Et troisième pilier, c'est l'implication de toute la chaîne de valeur. Ce qu'on appelle chez nous impliquer pour mieux agir, c'est travailler avec les autres. Et ça aussi, c'est un élément important. Je ne sais pas à quel moment je peux détailler, à quel niveau, mais voilà une vision un peu macro. Merci beaucoup. Bruno, vous représentez un géant de l'industrie. Je rappelle que ArcelorMittal est le deuxième plus important producteur d'acier au monde, avec 79 millions de tonnes par an. ArcelorMittal, c'est 154 000 salariés, dont un peu plus d'un tiers en Europe. Vous avez des objectifs dont vous allez nous parler en termes de décarbonation qui sont très ambitieux. Vous avez rejoint le groupe ArcelorMittal en 1989. Vous avez eu énormément de fonctions dans différents pays du groupe, donc c'est un groupe que vous connaissez parfaitement. Et vous dirigez aujourd'hui l'usine de Fos, qui regroupe environ 2500 collaborateurs et qui produit notamment des aciers pour l'automobile, la construction, l'électroménager, l'emballage. Ma question est la suivante. Le 2 février 2022, une grande délégation est arrivée à Dunkerque avec M. Jean Castex, qui à l'époque était Premier ministre, pour annoncer un programme de décarbonation qu'on n'avait jamais vu en France, de 1,7 milliard d'euros, avec un soutien de l'État massif. Quels sont les enjeux et les objectifs de votre groupe en termes de décarbonation et comment comptez-vous les atteindre? Déjà, merci de m'avoir invité. Et merci aussi au passage d'avoir appelé mon âge indirectement. Non, je plaisante. Avant peut-être de répondre à votre question, je dois peut-être recadrer un peu pourquoi il est important de décarboner l'industrie sidérurgique. Alors déjà, l'acier, c'est 1,8 milliard de tonnes au niveau mondial. Donc on sait aujourd'hui qu'en 2050, en 2100, on aura autant besoin d'acier qu'aujourd'hui. Pour approfondir ces ordres de grandeur, et vous en avez parlé un peu tout à l'heure, la Chine, c'est 50% aujourd'hui de la production d'acier au niveau mondial. L'Europe, c'est à peu près, si je fais un calcul, c'est moins de 10%. Donc ça donne des ordres de grandeur. Alors, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, l'ensemble de l'industrie sidérurgique au niveau mondial représente environ 8% des émissions totales au niveau planétaire. Donc on comprend pourquoi la décarbonation de notre industrie, d'une manière globale, est un enjeu de politique publique, non seulement en Europe, mais aussi dans les autres blocs économiques que vous avez décrits tout à l'heure. Et je pense que notre industrie, c'est vraiment une illustration de tous les propos introductifs que vous avez tenus tout à l'heure. Alors nous, côté ArcelorMittal, on s'est engagé, tout ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure sur l'ESG et la CSRD, je reconnaissais des propos qui nous sont familiers. On s'est engagé dès 2019 à travers un standard de production d'acier éthique qu'on appelle Responsible Steel. Et aujourd'hui, on vit la même accélération à travers les nouvelles normes ESG et la décarbonation, la réduction de nos gaz à effet de serre, c'est une des priorités, si ce n'est la priorité. Alors, on s'est engagé dès 2021 avec une feuille de route qui est relativement simple. C'est moins 35% d'émissions à horizon 2030 et de travailler à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Merci beaucoup. Damien,
vous êtes directeur du bureau de TNP à Marseille. TNP est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé notamment dans les grands programmes de transformation, en particulier via la technologie et la réglementation. Et l'ordre de grandeur de TNP, c'est environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 millier de collaborateurs. En tant que patron de TNP Marseille, quelle est votre vision de l'évolution des entreprises avec lesquelles vous travaillez en matière de transition environnementale et de transition énergétique? Bonsoir. Moi, je vois 3 catégories d'entreprises aujourd'hui par rapport à cette problématique. La première, c'est, j'ai envie de dire, la recherche de la conformité réglementaire à moindre coût. Et je vous rassure, et comme ça, il y en a de moins en moins. Mais ils cherchent à cocher la case, à être le moins cher possible pour se faire accompagner sur une double matérialité ou un CSRD, et passer à autre chose. Et ils voient uniquement la CSRD comme une contrainte. Et aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi le passage un peu un Fosbury, pour reprendre une image sportive, à l'approche des JO, mais on passe la barre et on passe à autre chose. Et ça, c'est une première catégorie. Il y en a de moins en moins, mais ça existe encore. La deuxième catégorie, c'est plutôt tiré par un métier, par un département, soit par une conviction d'un directeur de département, DSI qui veut lancer une initiative Green IT, ou des clients, donc un directeur supply chain par exemple, qui cherche à décarboner parce que c'est un attendu de ses clients en tant que scope 3 d'aller chercher une réduction de CO2, et donc on réfléchit à un changement de mode de transport, et donc lui il va rechercher et va pousser à la décarbonation dans son département, ou encore un changement réglementaire, un directeur de l'immobilier qui prend le décret tertiaire et qui n'a plus vraiment de choix et qui va aller chercher à décarboner à travers la mise en place de panneaux photovoltaïques par exemple. Donc ça c'est la deuxième catégorie. On sent qu'il y a des initiatives, elles sont parfois déclenchées par une initiative personnelle, par un client, par un changement réglementaire, mais il n'y a pas encore de projet d'entreprise. Et la troisième catégorie, c'est vraiment les entreprises qui, j'ai envie de dire, embrassent la cause, qui, elles, remettent tout en question et remettent en question leur business model à travers la transformation durable. Et donc la CSRD et la double matérialité servent à ça, finalement, quelque part. Ça doit être un vecteur pour lancer cette réflexion. Et là, c'est une opération à cœur ouvert. Une entreprise doit remettre en question sa vision, elle remet en question sa mission, ses objectifs, et donc ses stratégies et ses différents moyens d'atteindre ces objectifs. Je ne vais pas citer de personnes et d'entreprises dans le niveau 1 ni dans le niveau 2, mais en niveau 3, je peux citer Nexans, par exemple, qui vraiment s'est reposé la question de sa vision et de sa mission. Pour déjà une bonne raison, il y a un sujet de conviction et un sponsor très fort dans les directions générales, mais également parce qu'il n'y a plus assez de matière. Et donc aujourd'hui, pour faire des câbles, c'est une entreprise qui crée des câbles, le premier vecteur de changement, c'est de dire finalement, je vais commencer à prioriser tous mes clients qui aujourd'hui vont recycler, et donc relancer l'économie circulaire à travers la récupération de câbles. Je vais réinventer de nouveaux indicateurs de performance de mes usines, liés pas seulement à l'économie monétaire, mais également à l'économie carbone. Et je vais incentiver différemment mes directeurs par rapport à ça. Donc c'est vraiment ces 3 catégories, et on arrive petit à petit à avoir des entreprises qui, de par une direction RSE forte, commencent à avoir des projets d'entreprise. Et on a des beaux témoignages ici. Merci Damien. Laurence, vous nous avez dit que les collaborateurs et la planète sont au cœur de toute la stratégie du groupe Honnête, et vous nous avez cité un certain nombre d'exemples d'actions que vous avez ou que vous êtes en train d'entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous rapporter ces 2 ou 3 exemples, s'il vous plaît? Oui. Alors déjà, bien entendu, on a également, comme vous le disiez, monsieur, une feuille de route avec un certain nombre de piliers prioritaires, et l'homme avec un grand H reste, et les enjeux liés à la partie sociale et sociétale restent prioritaires, étant donné qu'on est sur des métiers de service.
Mais on va s'apercevoir à travers notamment deux des exemples qu'en menant une réflexion pour diminuer notre impact sur l'homme, finalement on va toucher d'autres impacts et sur la partie environnement ou carbone. Le premier exemple, remonte maintenant à bien 4-5 ans, c'était bien avant le Covid, où on est parti du principe que nos salariés qui travaillaient sur les métiers de la propreté étaient tous les jours exposés à des molécules chimiques. Donc ça veut dire qu'en gros, 50 000 personnes tous les jours étaient exposées, alors c'était pas pour certains pas une heure, hein, ça peut être la journée entière, à des molécules chimiques. Donc on a retravaillé avec des partenaires et je fais une petite parenthèse sur l'importance de l'écosystème et des parties prenantes, parce que ce projet n'a pu réussir parce qu'on a vraiment travaillé d'une part avec un fournisseur, mais qui est devenu vraiment un partenaire, avec le terrain qui faisait les expérimentations et avec nos clients. Et on est parti du principe, on a sourcé des produits à base de biotechnologie qui donc n'avaient plus d'impact en matière d'exposition chimique, puisqu'il n'y avait pas, on est allé même jusqu'à supprimer, alors ça n'a pas été facile avec nos clients, les parfums dans les produits de nettoyage, parce que dans les pays du Sud, c'est propre, ça sent bon, mais sauf que ça sent bon, c'est des composés organoleptiques qui sont très toxiques. Donc là, il y a eu quand même un certain nombre d'échanges avec nos clients. Et au-delà de ça, après, une fois qu'on est passé sur ce type de molécules, qui finalement étaient beaucoup plus chères, on a travaillé les dilutions et on a travaillé avec des ultra-concentrés dilués au plus proche de l'utilisation. Au départ, c'était parti là aussi plutôt sur un aspect d'enjeu économique, mais en fait, ça nous a permis de supprimer le transport de millions de litres de produits dilués et de fait de diminuer nos émissions liées au transport de ces produits. Et quand on en est arrivé là, et là on rejoint ce que vous disiez sur l'économie circulaire, même si c'est juste un petit clin d'œil, mais on s'est dit finalement, aujourd'hui, comme on peut faire à titre domestique, on achète des contenants et on les jette quand ils sont vides, on va re-remplir les mêmes contenants plastiques, parce que ça reste des contenants plastiques, sur le lieu de dilution. Et ça a permis de ne pas rejeter environ un tiers de ce qu'on rejetait, c'est-à-dire 20 tonnes par an, quand même au niveau plastique. Donc on voit, cet exemple-là, il montre qu'on s'intéresse à nos impacts en santé et sécurité, donc sociaux, et on en arrive finalement à avoir des impacts réels sur l'environnement. Le deuxième élément, alors nous ne sommes pas comme Arcelor, c'est pas une activité industrielle, on émet quand même des gaz à effet de serre, et nos gaz à effet de serre, mais ils sont très majoritairement liés au fait qu'on se déplace, ce qu'on appelle la mobilité, puisque tous les matins, tout le monde va chez les clients, l'encadrement, on va voir ses agents, les commerciaux démarchent les clients, et les opérationnels, bien entendu, travaillent chez le client. Donc en fait, on a travaillé d'une part, on a un parc de véhicules, une flotte de 4000 véhicules environ. On a travaillé sur l'électrification de la flotte. Alors c'est compliqué, c'est de la résistance au changement, mais ça évolue là aussi. En parallèle, parce qu'on était un parc qui était complètement 100% diesel, alors je parle de la France, parce qu'après selon les pays on a d'autres politiques, mais sur la France, on commence à rentrer de plus en plus, alors hybride, qui n'est pas toujours une très bonne idée, mais de plus en plus électrique, mais on a fait un vrai accompagnement aussi, c'est-à-dire qu'on prend en charge l'installation de bornes pour les véhicules de fonction, on travaille véritablement sur la sensibilisation, parce que c'est des changements véritablement qui touche la personne. Alors ça, mais on reste quand même encore une part de thermique, donc on fait beaucoup de sensibilisation à l'éco-mobilité qui sont couplées avec la prévention routière, qui est un risque important dans notre groupe aussi, parce qu'on est toujours sur les routes. Et on travaille sur les aspects de covoiturage et tout ce qui peut aussi améliorer cela. Après, il y a quand même un sujet qui reste le scope 3, c'est-à-dire les domiciles travail. Et aujourd'hui, nos agents, on n'a pas le même levier sur leur mode de transport. Alors pour ceux qui sont dans les grosses agglomérations, bien entendu, on favorise tout ce qui va être à travers les forfaits de mobilité, etc., tout ce qui va être mode doux. Mais il y a un point important, et je terminerai là-dessus, parce que là c'est l'inverse, on revient sur des enjeux sociaux par rapport à ce problème de mobilité, d'émissions de gaz à effet de serre, c'est que traditionnellement les métiers de la propreté, travaillent tôt le matin, tard le soir, et vous l'avez beaucoup entendu, on dit que ce sont des personnes qu'on ne voit pas.
Alors pendant la période Covid, on était content de les voir parce que ça rassurait de voir qu'ils désinfectaient toute la journée, mais quand même encore beaucoup de marchés sont en horaire décalé et discontinu. Donc un de nos combats depuis pratiquement les années 2009, c'est de promouvoir ce qu'on appelle le travail en journée et en continu. Donc c'est quelque chose qui se fait là aussi de façon tripartite avec le client, avec l'agent, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve. Pour, alors mathématiquement, si vous ne faites pas 2 fois le trajet, vous diminuez par 2 votre émission. Ça c'est une première chose. Et surtout, et pour nous c'est plus important, on gagne en qualité de vie, en équilibre vie personnelle et vie professionnelle de l'opérationnel, parce que trouver des crèches à 4 heures du matin, c'est compliqué. Se déplacer quand il n'y a pas de transport, c'est compliqué. Donc, véritablement, c'est une démarche qu'on porte même au niveau du secteur, parce qu'il faut que toute la profession, et ça commence à être le cas, porte ce même discours. Et on essaye de convaincre de plus en plus nos clients sur ce sujet-là. Merci Laurence. Vassim, vous nous avez dit que l'ambition de Ponance, c'était de devancer la réglementation en matière de baisse des émissions de carbone, en particulier grâce à un sujet qui nous est cher, qui est l'innovation. Comment est-ce que vous appliquez cette ambition ? Il y a plusieurs façons d'évoquer le sujet. D'abord, je rappelle que notre premier bateau est un voilier. On a toujours cru à l'innovation, on a toujours essayé d'utiliser les meilleures technologies disponibles. Par contre, il faut être honnête aussi, le secteur du maritime a pris beaucoup de retard sur la décarbonation, et ce n'est pas une question d'entreprise ou de volonté, c'est une question d'absence de technologie et de solutions alternatives dans le secteur. Heureusement que la réglementation ces dernières années s'est réveillée et qu'on commence aussi à avoir un certain rattrapage. Donc nous on a commencé par l'hybridation, par l'utilisation de plusieurs technologies sur un même bateau, et notre avenir aujourd'hui c'est de pousser un peu plus loin cette hybridation pour avoir un navire avec 6 technologies différentes, 6 technologies énergétiques différentes, un peu ce qu'on a sur les grids, sur les réseaux électriques terrestres. Donc on va avoir de la voile, donc on va avoir un nouveau bateau propulsé à 50% à la force du vent, donc on revient un petit peu à une force qui a été utilisée pendant des millénaires. On va avoir de l'hydrogène vert, on va avoir des bio ou des e-carburants décarbonés, on va avoir des piles à combustible, des batteries et du solaire sur un même bateau. Bon, ces technologies existent, mais les transformer sur un seul bateau, c'est-à-dire un usage terrestre, un usage maritime, c'est très complexe. Et le plus difficile, ce qui n'est pas à imaginer aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas une personne qui va décider de combien de pourcents on va utiliser et quand. Parce que quand on a un mix énergétique, il faut une intelligence qui n'existe pas aujourd'hui, donc à développer aussi en parallèle. Et il faut aussi des nouveaux standards qui n'existent pas, des standards à la fois technologiques, mais aussi des standards de sécurité. Quand on met une batterie dans un bateau, c'est pas la même chose que dans une voiture ou dans une maison. Il y a cette partie-là, mais j'ai peut-être un petit scoop à partager avec vous. On va créer une innovation dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on va créer un bateau chasseur de vent, et donc du coup, ce bateau-là, c'est avec une start-up qui s'appelle Farwind. L'idée, c'est qu'on ne trouve pas le vent quand on le souhaite. Et nous, une de nos contraintes, c'est de pouvoir aussi créer un itinéraire. C'est que quand on veut être quelque part, on ne peut pas commander le vent où on le veut, quand on le veut. Donc on a beaucoup réfléchi sur le sujet, et on travaille aujourd'hui avec une start-up pour créer un bateau chasseur de vent qui produirait de l'énergie électrique, enfin de l'hydrogène vert, à partir du vent qui sera chassé, indépendamment de là où se trouveraient nos bateaux. Donc une fois par mois, ce bateau chasseur de vent, producteur d'hydrogène, viendrait souter d'hydrogène vert dans nos bateaux.
Et c'est la vraie innovation qu'on va avoir. Au-delà, la première partie, c'est le bateau qui pourrait utiliser ce mix énergétique. Et pour aller plus loin, on va trouver l'énergie. Et donc là, c'est vraiment un scoop parce que dans certains endroits, il n'y a pas d'énergie verte, il n'y a pas d'hydrogène vert. Voilà, quand on va, ne serait-ce qu'à La Réunion ou en Guadeloupe ou en Polynésie française, on aimerait bien profiter de ce cadre-là, mais on n'a pas d'énergie verte. Voilà, donc c'est vraiment, en parlant d'innovation, voilà ce que je peux partager avec vous. Et c'est pour quand cette innovation? Idéalement, 2028, au plus tard 2030, parce que comme on est sur une innovation de rupture, on a un planning, mais aujourd'hui on est sur la phase d'études détaillées. Donc vraiment, on a le concept, on a les différents types d'énergie qu'on veut utiliser, mais je ne sais pas si 3 ou 4 ans suffiraient pour sortir le bateau. Aujourd'hui, ce n'est pas une garantie, mais je dirais entre 2028 et 2030. Ce qui est pour nous un très court terme. C'est tout de suite, quoi. Merci beaucoup, Hassim. Je vous en prie. Bruno, maintenant on va faire un focus, si vous le voulez bien, sur le gigantesque site de Fos-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc concrètement comment est-ce que vous êtes en train, puisque ça a déjà commencé, de décarboner et quelles sont les différentes échéances que vous avez planifiées pour ce site? Déjà, on va s'appuyer sur une propriété merveilleuse de notre matériau, c'est sa recyclabilité. On n'a peut-être pas suffisamment expliqué, communiqué que l'acier aujourd'hui, c'est encore une fois un matériau de base qui est nécessaire à la vie contemporaine, qui va aussi contribuer à la transition énergétique, puisqu'on va le retrouver dans les éoliennes, dans les supports, par exemple sur les panneaux solaires. On le retrouve aussi, c'est un matériau de construction de la plupart des navires. On le retrouve dans l'électromobilité, dans les mobilités douces. Enfin, on est assis sur des meubles dont l'armature est probablement en métal. C'est du métal. Donc ce matériau, il est recyclable à l'infini, il est extrêmement malléable et on s'appuie sur ses propriétés magnétiques. La recyclabilité est très, très facile. Aujourd'hui, c'est le matériau de base de la vie contemporaine qui est le plus recyclé. Il est recyclé à 95%. Les seules limites du recyclage, en fait, c'est le cycle de vie dont vous avez parlé tout à l'heure, des produits, des bâtiments. Et donc c'est la disponibilité de la ferraille. Alors c'est sur ce premier pilier qu'on va s'appuyer en augmentant en fait la proportion d'acier recyclé en fraction de la production finale. Alors aujourd'hui à Fos-sur-Mer, ça se traduit par un projet qui est un projet de 73 millions d'euros. On ajoute en fait un outil dans notre aciérie qui est la deuxième étape principale de production, qui est la première étape où on émet la quantité principale de CO2, c'est le haut fourneau, où en fait on utilise dans cette technologie du charbon pour en fait enlever les atomes d'oxygène, les séparer des atomes de fer, parce qu'en fait dans la nature on trouve le minerai de fer sous forme oxydée, donc avec des atomes d'oxygène. Donc dans le réacteur du haut fourneau, ça se combine avec le carbone du charbon et ça donne des gaz à effet de serre. Donc la première étape, on est en train de la finaliser. On va démarrer progressivement cette installation pendant le mois de juin. On va apprendre à s'en servir sur la deuxième partie de l'année. Et dès 2025, on aura donc une réduction significative, moins 10%. Donc c'est une première étape significative à notre échelle. Et c'est pour ça que l'État s'intéresse à notre décarbonation et nous a soutenus à hauteur pour ce projet-là de 15 millions d'euros dans le cadre de France Relance. La deuxième étape importante sur laquelle on est au niveau de préfaisabilité, c'est d'accélérer en fait ce niveau de recyclabilité en remplaçant le réacteur qui est celui qui est le principal émetteur où on utilise du charbon par ce que nous on appelle un four à arc électrique, qui est en fait une grosse installation qui va se trouver aussi à l'acierie et qui va nous permettre en fait de multiplier encore avec un facteur 4 la quantité d'acier recyclé. Donc ça c'est à horizon 2030 et donc ça va changer, c'est une révolution industrielle
parce qu'en fait, ça change complètement nos processus de fabrication. Et donc, il va falloir que nous nous adaptions, que nous apprenions ces nouveaux procédés, que nous adaptions aussi nos profils d'emploi. Donc il y a toute cette transformation qui est comparable en fait à la transformation de la région quand elle est devenue une région industrielle il y a 50 ans. Ça aura le même impact sur notre activité. Alors la problématique à laquelle on se heurte, c'est que comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce sont des investissements massifs, donc ils présentent un niveau de risque pour les investisseurs. Et donc aujourd'hui, on se trouve un peu, on entre dans une période qui est extrêmement intéressante, mais aussi pour une entreprise comme la nôtre qui est extrêmement difficile, parce qu'aujourd'hui on se heurte à une concurrence chinoise ou d'autres pays qui sont à l'extérieur de l'Europe qui ne jouent pas suivant les mêmes règles. Donc aujourd'hui, une industrie comme la nôtre achète des certificats pour continuer la production. Nos concurrents chinois ou d'autres pays n'ont pas cette obligation. Donc on a aussi des problèmes, et vous avez évoqué les États-Unis. Les États-Unis n'hésitent pas à protéger leur industrie vis-à-vis des importations. L'industrie sidérurgique aujourd'hui n'est pas protégée ou mal protégée par les règles européennes. On se trouve on est en train d'entrer dans cette période difficile et c'est un défi sociétal important, mais l'Europe, et je pense qu'il y a alors on y travaille, mais on a besoin d'un changement d'attitude et d'approche de la Commission européenne. Et je pense que les accords qui ont été ratifiés par la présidente von der Leyen en mars marquent, je l'espère, nous l'espérons, une première évolution dans un sens où on protège effectivement, on adapte le Green Deal pour éviter l'écueil que vous avez mentionné très bien dans votre introduction, que le Green Deal se traduise en fait par une accélération de la désindustrialisation en Europe. Alors, je peux redonner aussi un exemple, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on est très fiers de produire à Fos et à Saint-Chély-d'Apcher. Alors Saint-Chély-d'Apcher, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au milieu de la Lozère. En Lozère, on est le premier employeur industriel, 200 emplois. Et on a transformé notre usine, alors c'est un investissement de 50 millions d'euros, pour être capable, on produit depuis 100 ans sur cette usine des aciers pour fabriquer des moteurs électriques. Et on fabriquait des moteurs électriques pour l'industrie et on est passé à des moteurs électriques pour l'électromobilité. Donc nos clients, c'est Toyota, c'est Tesla, c'est les grands noms de l'automobile que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens qui fabriquent ces moteurs en Europe, ils sont soumis à une concurrence intense de la part de l'Asie du Sud-Est et de la Chine en particulier. La Chine contournant des mesures de protection et important directement des moteurs qui ne seront plus à terme, c'est le risque, si l'Europe ne protège pas ses champions européens, qui risquent d'être fabriqués ailleurs. Vous avez illustré ça sur les panneaux solaires. Sur l'électromobilité, on est à la veille de quelque chose qui ressemble à ça. Merci Bruno. Damien, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans la transformation de leur modèle économique? Alors, sur la transformation durable, on accompagne nos clients à travers 5 piliers. Le premier, c'est l'engagement. Tout le monde a dû faire une fresque du climat, je pense, dans la salle, en tout cas j'espère, sinon vous m'appelez. Mais on fait des fresques déjà pour faire prendre conscience. On a créé notre propre fresque avec un partenaire, la fresque de la supply chain, on fait des fresques du numérique. Donc c'est tout l'engagement, et on a créé également pour justement engager la totalité de l'entreprise des séminaires de bascule pour faire basculer le COMEX d'une entreprise à travers cette problématique et sensibiliser. Donc c'est le premier pilier, c'est l'engagement, la prise de conscience. Le deuxième, c'est la mesure. Et il faut déjà commencer aussi par là. C'est de comprendre où on en est en termes de bilan de carbone,
en termes de biodiversité, en termes d'impact sur l'eau. Et donc, on va mesurer et on va définir des trajectoires sur le carbone, l'eau, la biodiversité, mais également la trajectoire SBTI. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et une fois qu'on a une trajectoire, il faut la piloter. Et là, ça commence à devenir un peu plus touchy, si je puis dire, parce qu'on se heurte à des problèmes de comment je fais pour mesurer. Donc, est-ce que j'ai la bonne donnée? Est-ce que j'ai la donnée en qualité? Est-ce que j'ai la bonne gouvernance de données? Est-ce que j'ai la bonne architecture SI? Et donc là, on arrive déjà sur des problèmes très opérationnels. Et au-delà de ça, on intervient également sur l'aide au choix d'outils, d'éditeurs logiciels qui se sont spécialisés dans le suivi des actions ou le suivi de la trajectoire et du bon pilotage. Il y a des Greenly, du Trace, du Swift, etc. Et donc on va aider nos clients à choisir le meilleur outil par rapport à leur contexte, par rapport à leur legacy IT, par rapport à la trajectoire également qu'ils ont définie. Ça, c'est le pilier pilotage. Et ensuite, on a toute la remise en question, et ça devient encore plus intéressant, autour des modèles organisationnels de l'entreprise. Et où là, il peut y avoir la refonte du business model. Il peut y avoir la mise en place d'une économie circulaire, ou l'accompagnement de métiers. Par exemple, comment je fais du green procurement, comment je fais du green IT. Donc là, on est sur l'accompagnement spécifique métier, ou l'accompagnement plus direction générale sur la transformation du modèle. Et enfin, le dernier, il est réglementaire. C'est tout ce qui est reporting, tout ce qui est lié alors soit à la DPEF, ou quand il n'y en avait pas, directement la CSRD, double matérialité, mais de plus en plus, certains faisaient de la DPEF, donc on est sur des analyses d'écart entre la DPEF et l'activité double matérialité et CSRD, et la déclaration de sa performance. Et donc ensuite, il y a aussi, on accompagne les entreprises sur le reporting ou la mise en place de normes type ISO 14001, ISO 50001 sur la gestion de l'énergie également, avec la trajectoire liée à l'énergie. Donc ce sont les 5 piliers que l'on utilise chez TLB. Merci Damien. Laurence, vous avez attiré ou attisé notre curiosité en parlant d'innovation, et en particulier de nouveaux services liés à la décarbonation et qui permettent d'introduire de nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette innovation que vous avez mise en place? Oui, alors c'est pas à la hauteur de l'innovation du futur bateau qui chasse le vent, mais ça correspond réellement aux besoins de nos métiers et de nos clients. En fait, c'est une réflexion qui était menée déjà depuis quelques temps et qui a été accélérée là aussi par la crise du Covid, dans la mesure où il y a eu une véritable évolution des parcs immobiliers, des parcs du bureau, et beaucoup de gens télétravaillent, donc à terme des surfaces qui vont plus être occupées ou moins occupées. Et donc cette réflexion, encore une fois, qui était antérieure, mais là aussi qui a été certainement accélérée dans une réflexion un petit peu de changement de business model, c'était de dire finalement, le client jusqu'à présent, il nous achetait de la prestation, mais plutôt un nombre d'heures ou un nombre d'opérations, etc. Et là, c'est de travailler plus sur la propreté à l'usage. Alors je pense souvent à l'exemple de la propreté parce que c'est très concret, mais on a des réflexions sur d'autres métiers. Et aller vers plus de sobriété. Alors ça ne veut pas dire qu'on va moins nettoyer, mais on va nettoyer plus intelligemment. Et pour ça, on utilise en effet des systèmes de capteurs, des IoT, qui sont connectés à des logiciels qui nous permettent d'adapter la prestation en fonction de la fréquentation des lieux. En fonction, ça peut être aussi sur le remplissage de corbeilles, de déchets, etc., dans des lieux publics notamment, où ça évite. Et là, pareil, alors c'est vraiment mon combat, au-delà de cet aspect de sobriété, c'est-à-dire de l'utilisation de la prestation vraiment au juste besoin, derrière, c'est aussi pour de la valeur ajoutée pour les postes des agents. C'est-à-dire que plutôt que passer systématiquement dans un bureau qui n'a pas été occupé, c'est d'aller faire une tâche qui a du sens
et petit à petit monter en compétence sur les détections de fuite d'eau, des lumières allumées, enfin, un certain nombre d'éco-gestes. Et je rejoins ce que vous disiez sur la sensibilisation. On a des gros programmes de sensibilisation aussi là-dessus pour, encore une fois, faire évoluer le contenu des postes. Et par rapport à ces agents, là aussi où la technologie nous aide aujourd'hui, c'est par exemple pour tout ce qui va être formation. Nous avons une grosse part de nos effectifs qui sont pas de nationalité française et qui maîtrisent pas toujours l'écrit. Pour un petit exemple, on a plus de 130 nationalités dans le groupe et on ne peut pas traduire tout ce qu'on écrit en 130 langues. Donc on est vraiment passé sur des systèmes de sensibilisation par de la vidéo et on a des applications digitales qui sont téléchargées sur leur portable et qui leur permettent sur des petits gestes et surtout sur les consignes de sécurité d'avoir le bon message au bon moment très rapidement. Donc voilà à notre échelle comment l'innovation peut aider. Merci Laurence. Vassim, j'aimerais que vous continuiez à nous faire rêver. Je rappelle d'abord que le chiffre d'affaires de Ponant, c'est à peu près 500 millions d'euros, hein, d'après les informations que j'ai pu obtenir, avec une progression de 30% depuis 2019. Quelle est l'évolution de votre modèle économique? Et je voudrais notamment rapporter une interview récente de votre président Hervé Gatinel, qui a annoncé l'arrivée d'un 14e navire, et puis ensuite, si j'ai bien compris, 5 à 10 navires supplémentaires. Il s'agit de mini-catamarans de 24 mètres, pouvant accueillir entre 10 et 15 personnes, dans des conditions, là aussi, j'imagine, absolument idylliques. Si vous permettez, je voudrais juste apporter un petit témoignage par rapport à mes collègues qui sont ici, parce qu'on travaille en fait avec Honnête et avec ArcelorMittal, et je pense que c'est important. Vous allez voir pourquoi j'apporte ça, parce qu'il y a un état d'esprit qui me plaît et qui est important. Quand je suis arrivé il y a plus de 5 ans dans l'entreprise, la première chose, une des choses que j'avais faites, c'était aller voir les personnes qui faisaient le service dans nos locaux pour un peu avoir le pouls, savoir comment elles sont traitées et quels produits elles utilisaient, entre autres. Et j'étais ravi parce que, d'abord, il y en a pas mal qui sont toujours là, une majorité, et de temps en temps, je vais parler avec ces personnes-là pour avoir leur état mental, qui est très important. Et ça se passe très bien. Bien sûr, sur les produits, ça a été vérifié, donc aucun problème. Et sur l'état mental, je confirme que c'était vraiment, c'est un élément important et ça nous aide, nous, dans le partenariat pour travailler avec Honnête. Donc ça n'a pas été préparé. Je ne savais pas. Merci. Et avec Arcelor, et par rapport aux nouveaux navires dont je parlais tout à l'heure et dans l'innovation, quand on a commencé à parler de décarbonation, on est allé les voir pour leur dire, ok, nous on veut travailler sur la décarbonation, mais 90% des bateaux sont faits avec de l'acier, et on aimerait en fait changer d'acier. Et ils ont répondu vraiment positivement pour travailler avec nous sur ce sujet-là. Il y a des clauses de confidentialité, donc je ne peux pas aller plus loin, mais ça je peux en parler parce qu'il y avait vraiment un accueil très positif de la part d'ArcelorMittal sur ces deux sujets, sur ce sujet-là. Et donc voilà, je voulais apporter ce petit témoignage, encore une fois, qui n'a pas été préparé. Et par rapport, donc, pour revenir à l'évolution d'entreprise, et aujourd'hui, on n'est pas loin des 500 millions d'euros. Notre ambition, c'est de doubler le chiffre d'affaires, mais avec cette contrainte, à la fois de créer plus de valeur, mais de ne pas développer nos émissions et notre impact environnemental. Donc c'est un challenge qui n'est pas facile. Si on veut doubler de volume d'affaires, tout en ayant une réduction de nos émissions et de toute notre empreinte environnementale, c'est pas évident. Donc moi j'ai vraiment demandé qu'on cape nos émissions à 2023. C'est-à-dire que 2023 c'est l'année du pic, vous avez parlé du pic tout à l'heure, on dit ok, faites ce que vous voulez comme investissement, mais à partir de 2023, on peut rajouter 2 euros, mais on ne peut pas rajouter de CO2. Donc, comment faire? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Investir sur l'innovation, mais il faut attendre un petit peu. Investir sur des nouveaux carburants, il n'y en a pas tant que ça. Et aussi, garder dans l'esprit cet état d'esprit de petits bateaux. Aujourd'hui, on a une flotte de 13 bateaux qui font entre 30 et 300 passagers. Donc on reste sur des petits bateaux comparés
au secteur de la croisière, qui font des milliers de bateaux, mais c'est un autre modèle que je ne vais pas décrire aujourd'hui. Donc, une des solutions qui se présentent, c'est d'aller sur des petits catamarans qui sont propulsés essentiellement à la force du vent, qui ont une consommation de carburant très faible et qui vont rester dans une zone bien déterminée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer de zone, ils vont faire des petites croisières. Donc le nouveau catamaran qui s'appelle Spirit of Ponant, c'est l'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, d'état d'esprit et de philosophie, s'appelle Spirit of Ponant. Donc il va être à Marseille dans quelques jours. Il va être visible, je pense que c'est côté Vieux-Port, mais je ne sais pas exactement l'endroit. Mais il va être à Marseille, on va le réceptionner. Et c'est vraiment cet état d'esprit de petits bateaux. Certes, il faut en faire plusieurs, mais on ne va pas exploser notre empreinte. Parce que c'est vraiment très très faible comme empreinte. Et on va le positionner aujourd'hui en Méditerranée et après aux Seychelles. Et on va en fait suivre la rose des vents pour pouvoir proposer des circuits de proximité. Voilà, c'est notre évolution de business en attendant la nouvelle génération de navires zéro émission. Merci Wassim. Bruno, la question que je vais vous poser est assez différente des deux précédentes, mais elle est très importante pour nous. Elle concerne la diversité et en particulier la place et le rôle des femmes dans une industrie comme la vôtre. Avant de vous poser cette question, je voudrais vous rapporter une tribune que vous avez sans doute lue, qui a été publiée il y a 2 jours dans le journal Les Échos, rédigée par un monsieur qui s'appelle Laurent Chapanet, qui est le directeur général de l'École normale supérieure d'arts et métiers, et son titre c'est « Pas de réindustrialisation sans femmes ». Je vous cite juste 2 extraits. « Organiser la mixité et l'égalité femmes-hommes dans les entreprises ne suffit plus. Il faut aussi en féminiser l'image. Pour réussir la réindustrialisation, il faut obligatoirement changer et redorer l'image de l'industrie. Les femmes sont la clé de cette réinvention du mythe de l'industrie. » Je vous pose la question, quel est le rôle et l'avenir des femmes dans une industrie comme la vôtre ? Non, merci pour cette question. Elle est fondamentale. Et en fait, pour une industrie comme la nôtre, c'est un défi qui est similaire, un défi sociétal qui est similaire au défi de la décarbonation. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est une entreprise, ArcelorMittal, c'est une entreprise qui est présente sur les 5 continents. Donc l'aspect multiculturel, l'aspect diversité, il n'a pas de secret pour nous. Sauf sur une dimension, la dimension femme-homme. Alors là aussi, c'est une prise de conscience qui remonte maintenant à quelques années. Mais force est de constater que dans un pays comme le nôtre, il y a d'abord un handicap, c'est au niveau de l'éducation. Donc nous, ce qu'on essaie de faire modestement, et ce sont des initiatives qui n'ont pas été lancées top-down, mais c'est des initiatives qui ont été prises par un certain nombre de femmes et hommes extraordinaires qui travaillent chez nous il y a une dizaine d'années, c'est d'essayer de contribuer à notre échelle modeste à toutes les initiatives en réseau qui existent pour expliquer aux jeunes femmes que l'industrie, c'est pas un métier d'homme. Alors, on a des progrès qui sont assez significatifs dans l'encadrement, parce que, comme on l'a souligné tout à l'heure, la contrainte, la loi, c'est quand même un outil formidable de changement sociétal, hein, on ne va pas se cacher. Donc ça nous force à prendre des initiatives. Mais aujourd'hui, la loi s'intéresse surtout à la représentation, enfin la présence des femmes dans les instances dirigeantes. Mais par contre, notre problématique qu'on rencontre régulièrement, c'est que dans nos métiers techniques, alors je parle des métiers techniques de production, on a une industrie très technologique, avec beaucoup d'innovation, et donc on a besoin de métiers de maintenance, on a besoin de métiers d'exploitation, de spécialistes de process. Et quand vous regardez aujourd'hui les écoles techniques, que ce soit des écoles techniques au niveau
Bac+3 ou au niveau ingénieur. Vous avez mentionné mon âge tout à l'heure. Je ne vois pas de changement et de progrès par rapport à ma jeunesse. Je suis désolé. On rencontre régulièrement des collègues de l'éducation nationale qui ont des filières techniques qui nous intéressent. Dans les filières techniques, vous avez parfois, dans des classes de 25 ou 30, vous avez 1 à 2 filles. Donc nous, ce qu'on fait à travers de l'initiative qu'on appelle Femmes de Style, et encore une fois, ce n'est pas une initiative décidée en haut, ça vient de nos collègues. C'est à la fois des femmes et des hommes qui, depuis une dizaine d'années, vont régulièrement rencontrer des lycéennes, parce que ça se joue à cet âge-là. Moi je suis rentré dans cette industrie parce qu'on m'a fait visiter, quand j'étais en 4e, une usine qui fabrique de la fonte à Pont-à-Mousson. Et j'ai trouvé ça, je suis resté scotché. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le message qu'on doit faire passer. Donc on travaille aussi sur les alternants. On a pratiquement une centaine d'alternants de façon régulière sur nos sites. Et on essaie de faire en sorte qu'au moins sur les alternants, on soit 50-50, qui est la bonne parité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu, je n'ai peut-être pas toujours été dans ma jeunesse, mais aujourd'hui, je suis convaincu que si on arrivait à cette parité dans nos métiers techniques, on serait nettement meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, j'ai une seule fille. Je vous cite quand même la conclusion, la chute de Laurent Chapanet, qui n'est pas très aimable pour les hommes. Les hommes doivent accepter de se mettre en retrait si on veut rendre les usines attractives. C'est sa chute. Oui, mais moi ce que je dis, enfin j'ai peut-être une autre façon de le dire, on recrute des compétences, en fait, il faut pas on recrute d'abord des compétences, mais aujourd'hui, à compétences égales, je recrute une femme. Donc je ne sais pas si c'est se mettre en retrait, mais je suis d'accord, moi je suis prêt à me mettre en retrait. Merci beaucoup Bruno. Damien, je vais vous laisser conclure. Tout d'abord, la question est assez difficile. Est-ce que, de votre point de vue, nos entreprises vont réussir le Green Deal et ensuite, je vous laisse conclure la table ronde. Bonne question, merci d'avoir posé. Je pense qu'on a évoqué les sujets clés par rapport à ce Green Deal. Déjà, la première question, c'est quel Green Deal? Parce que le Green Deal, il évolue. On a une nouvelle législature en préparation, donc pas de politique chez TNP, mais elle est tous votée quand même le 9 juin, n'oubliez pas. Et je pense que ce Green Deal, il peut être remis en question. Donc ça, c'est un premier sujet. Pour moi, il y a deux points, enfin plusieurs points clés. Le premier, c'est effectivement, il y a un schéma des quotas qui aujourd'hui permet aux entreprises... aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'avec les quotas, les entreprises sont un petit peu aidées par l'Europe et je sais que cette aide va s'arrêter et que ça va coûter, de ce que j'ai lu, entre 30 et 40% plus cher de produire l'aluminium en Europe qu'en Chine, par exemple. Donc, il y a un sujet où, effectivement, il y a la mise en place des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui est clé. Et ça, l'Europe, elle a un rôle extrêmement important pour ce mécanisme-là. Et ça, la législation va être clé. Il y a un sujet de législation également autour de la simplification. Alors on en parle en France, mais je pense que c'est vrai au niveau européen. Il a été évalué à 2 milliards d'euros, rien qu'en 2022, les frais administratifs des entreprises liés à tous les sujets de déclaration, que ce soit autour de la CSRD par exemple, ou de ce type de déclaration. Et donc il est important de simplifier, et l'Europe a un rôle à jouer également, tous les sujets de déclaration, parce que parfois les entreprises perçoivent une double déclaration sur des thèmes assez proches. Donc là, il y a un sujet, donc il y a vraiment des sujets législation à travailler. Et le deuxième, on en a parlé, c'est pour moi l'innovation. Et donc c'est remettre l'innovation, ça a été évoqué en introduction également, au cœur des entreprises. Et ça existe. Et là, j'aurais plutôt envie d'être positif, parce que c'est quand même extraordinaire. On a de très beaux exemples en France. Et parfois, l'innovation, c'est aussi simple. On parlait de voile. L'innovation,
même dans la logistique, on a un CMA, CGM qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais typiquement, les sujets de voile dans le transport maritime, c'est une très belle innovation. Il y a des choses à travailler. On a Dualson qui fait des panneaux photovoltaïques pliables qu'on peut mettre sur les balcons, qu'on peut mettre sur les terrasses, fabriqués en France. Donc il y a aussi de très beaux succès. Et donc il y a un sujet autour de l'encadrement législatif des entreprises, et on doit les aider notamment avec ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et il y a un sujet autour de comment on aide l'innovation, peut-être en gardant nos équipes, peut-être en mettant la femme au cœur de ce dispositif. Moi aussi j'ai une seule fille. Et donc dans ce cadre-là, il y a un rôle important à jouer. Donc voilà, c'est pour moi tous ces sujets-là et continuer d'engager avec un sujet qui est autour de l'engagement du consommateur. Et comment on continue d'engager le consommateur à travers ces changements réglementaires. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos invités et de passer à la deuxième table.